Bienvenue dans À cœur ouvert, la première émission dracénoise où l'expression est à l'honneur. Aujourd'hui, nous accueillons Maître Renaud Dautin, avocate spécialisée dans les femmes victimes de violences conjugales. Elle est là pour écouter leur histoire et surtout leur assurer une protection afin qu'elles puissent se reconstruire et changer de vie. Elle nous donne une définition précise de ce que la justice entend par violence conjugale et répond à nos questions en profondeur. Un reportage de Cynthia Bieux et Maureen Lannes. On définit par violence conjugale des violences qui sont commises à l'intérieur d'un foyer généralement, c'est-à-dire une personne qui a un lien sentimental avec une autre personne. Donc ce sont des violences généralement de personnes qui sont mariées. Ça peut être aussi des personnes qui sont en concubinage, des personnes qui sont pacsées. Et ça peut être également des personnes qui sont séparées après avoir été mariées ou en concubinage ou pacsées. Alors, il y a plusieurs types de violences conjugales. Premièrement, il y a les violences physiques, c'est-à-dire les coups et blessures volontaires. Mais il y a également d'autres types de violences, comme des violences morales et psychologiques. Et il peut y avoir des violences sexuelles, c'est-à-dire des rapports intimes ou des agressions sexuelles contraintes. Même quand on est marié, il peut y avoir ce type de violence. Et il peut y avoir aussi des violences économiques. Par exemple, quand vous avez un des partenaires qui se trouve privé de tous les moyens de paiement et qui se retrouve dans la dépendance complète de l'autre et qui ne peut rien faire, qui est comme s'il était mis sous tutelle en fait. En cas de violence subie, comment se protéger de son agresseur ? C'est très important de savoir qu'une victime de violence peut toujours appeler le 17, peut toujours se rendre au service de police ou de gendarmerie et déposer plainte ou être prise en charge. Aller voir un médecin, ça peut être aussi le médecin du service de police ou de gendarmerie. Généralement, et c'est ce qu'on fait nous au barreau de Draguignan, on a un numéro qui leur est donné à ces personnes-là et ce numéro, toutes les semaines, il change. Enfin, c'est un numéro qui est en lien, si vous voulez, avec le cabinet d'un avocat. Et donc, quand des personnes appellent ce numéro, ça tombe sur un avocat qui est de permanence, généralement sur une durée d'une semaine, et donc il va pouvoir être disponible pour que ces personnes puissent avoir un contact avec l'avocat, et l'avocat va pouvoir tout de suite les aiguiller sur la marche à suivre. Alors il faut savoir que c'est entièrement gratuit pour ces personnes-là, c'est-à-dire quand elles appellent le numéro, qu'elles viennent voir un avocat, c'est entièrement gratuit, et elles peuvent après déposer avec l'aide de l'avocat un dossier d'aide juridictionnelle, mais c'est sans condition de ressources. Donc quelles que soient les ressources, la personne pourra avoir accès à un avocat gratuitement pour mettre en place cette mesure de protection et cette ordonnance de protection. Cette ordonnance elle-même va permettre, dans le cadre de ces mesures, de protéger la personne. Premièrement, parce que cette ordonnance, la première mesure, c'est qu'elle va interdire à l'auteur des faits de rentrer en contact de quelque manière que ce soit avec la victime. Alors, quelque manière que ce soit, ça veut dire lui téléphoner, la contacter par SMS, la contacter par les réseaux sociaux, la faire contacter par une tierce personne ou se présenter devant elle. Donc ça, c'est une des premières mesures, c'est la mesure phare d'une ordonnance de protection, interdiction de contact. La deuxième mesure qu'on peut solliciter, c'est l'interdiction de paraître aux abords du domicile de la victime ou dans tel lieu, ça peut être un petit village, interdiction d'aller dans ce village, pour éviter effectivement que les personnes se rencontrent. Troisième possibilité, c'est un téléphone. Alors ça, c'est pas dans le cas de l'ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, vous avez le dispositif anti-rapprochement qui est possible, où chacun donc a un dispositif qu'il va mettre. Normalement, c'est au poignet. Mais là, il faut qu'il y ait quand même un consentement de l'auteur pour que ça puisse se faire. Sinon, on ne peut pas mettre en place ce dispositif. Mais c'est vrai que dans le cas où c'est mis en place, là, ça fonctionne très bien, ça rassure énormément la victime parce qu'elle est quand même certaine que si jamais il s'approche, eh bien, il va y avoir un déclenchement immédiat des services de secours. Donc, c'est très rassurant pour une victime de pouvoir avoir ce dispositif-là. Après, vous avez aussi d'autres mesures, parce que dans le cadre de l'ordonnance de protection, on va permettre à la personne éventuellement de rester au domicile conjugal et d'évincer le conjoint ou le partenaire violent, c'est-à-dire l'expulser littéralement du domicile commun, avec l'interdiction de venir dans le domicile commun. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, comme on va aussi lui obliger à remettre ses armes s'il a des armes
service de police ou de gendarmerie le plus proche. On essaie d'enlever en fait tous les éléments de danger qu'il peut y avoir autour des personnes. Et surtout, quand on sait qu'une victime est sous emprise, généralement, elle a tellement peur qu'elle n'ose rien faire, le but, c'est effectivement de séparer au maximum pour éviter qu'il y ait un accès direct entre l'auteur et la victime et qu'elle puisse souffler un petit peu. Alors, il y a effectivement des dispositifs qui existent maintenant, qui existent en amont, c'est-à-dire avant que la personne soit condamnée, voire après, des dispositifs anti-rapprochement, des bracelets anti-rapprochement qui sonnent en fait si la distance entre l'agresseur et la victime vraiment est trop faible, puisqu'à ce moment-là, et puis les services de police ou de gendarmerie sont avisés suivant le secteur. Que faites-vous quand une victime vient vous voir ? Déjà, je vais lui poser la question de savoir, premièrement, est-ce qu'il y a un danger qui est en cours actuel ? Ou est-ce que c'était il y a 5 mois, 6 mois en arrière ? Parce qu'on ne réagit pas de la même manière quand il s'agit de maintenant ou précédemment. Quand c'est un danger plus ancien, que la personne en face s'est calmée, souvent il y a eu séparation entre-temps. Dans ce cas-là, s'il y a des enfants, on va saisir le juge des affaires familiales, on va essayer d'obtenir donc une décision de justice pour régler les choses de façon, on va dire, la plus apaisée possible. Si en revanche, il y a des violences qui sont là, qui sont en cours, j'incite la personne toujours à porter plainte. Éventuellement, si elle a déjà subi des violences physiques, d'aller faire un certificat médical. Et de là, je l'encourage donc à ce qu'on dépose une requête aux fins de protection. Une requête aux fins de protection, c'est une procédure de grande urgence qu'on met en place où on dépose une requête auprès du juge d'affaires familiales et dans un délai de 5 jours, on a une date d'audience. Donc dans ce délai-là, une fois qu'on a déposé la requête avec les pièces qui justifient qu'il y a des violences qui sont au moins fondées dans leurs principes, à partir de ce moment-là, on a fixation donc d'une date d'audience et on doit dans les 24 heures, dans les 48 heures, pardon, assigner l'auteur des violences pour cette audience. Voilà. Donc c'est une procédure qui est très rapide. Le juge, au vu des débats, va rendre une ordonnance et la victime n'est pas obligée de venir à cette audience parce que parfois les victimes sont tellement traumatisées qu'elles ne peuvent pas venir à cette audience. Et à l'issue de cette ordonnance de protection, si il y est fait droit, nous allons la faire signifier à l'auteur des faits. Et l'auteur des faits, il est obligé, bien évidemment, d'exécuter cette ordonnance sous peine c'est une infraction pénale de la violer, sous peine d'être effectivement après attrait devant un tribunal correctionnel et d'être condamné. Comment une victime peut-elle prouver qu'elle a subi des violences physiques et ou morales ? Pour les violences physiques, quand une personne me contacte, déjà je lui demande toujours de porter plainte, c'est la première chose à faire. Et s'il y a eu justement des violences physiques, je lui demande d'aller voir un médecin ou d'aller à l'hôpital. En tout cas, il faut faire constater le plus tôt possible les blessures parce que ça donne vraiment déjà un élément concret de ce qui s'est passé. Quand il s'agit de violences psychologiques, c'est déjà plus difficile. Moi, souvent, je conseille aux victimes d'enregistrer leur auteur, de l'enregistrer parce que maintenant, on a des possibilités avec le téléphone quand on est chez soi, que les voisins n'entendent pas, que les enfants ne sont pas là couchés ou autres. Eh bien, on peut quand même enregistrer la personne et ensuite aller faire éventuellement retranscrire ça chez un huissier ou alors aller déposer plainte et faire écouter les messages qui sont sur le téléphone. Donc ça, heureusement qu'on a ces moyens techniques quand on n'a pas d'autres possibilités. Après, les violences psychologiques, il y a des fois des personnes qui sont suivies sur le plan psychologique et des psychologues qui acceptent de faire des attestations démontrant que la personne ne va pas bien, qu'elle présente des angoisses, un climat anxieux, voire une dépression en raison de problèmes conjugaux. Donc on a effectivement des éléments qui nous permettent parfois de démontrer en fait l'existence réelle de ces violences psychologiques. Quelles sont les peines encourues par un agresseur ? Ça va dépendre de l'impact en fait sur la victime. Par exemple, quand vous avez une victime qui subit des coups et blessures et qui sont inférieurs ou égales à 8 jours d'ITT, c'est-à-dire d'incapacité temporaire totale, dans ce cas-là, la peine maximale encourue, c'est 3 ans de prison ferme et 45 000 € d'amende. Si maintenant c'est plus de 8 jours d'ITT, la peine monte à 5 ans d'emprisonnement ferme,
ainsi que 75 000 € d'amende. Ensuite, s'il s'agit de violences répétées, même s'il y a moins de 8 jours d'ITT, vous êtes déjà à 5 ans de prison ferme et 75 000 € d'amende. Et si, en plus de ça, il y a plus de 8 jours d'ITT avec des violences répétées, ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison ferme, ainsi que 150 000 € d'amende. Et on ne parle là que des blessures qui ont entraîné des ITT où les personnes sont toujours en vie, parce que bien évidemment, si une personne meurt à cause des coups qu'elle a reçus, ça peut aller entre 20 et 30 ans de prison. Donc, et si en plus c'était délibérément que la violence a été causée, qu'on considère que c'est un meurtre, ça peut même aller jusqu'à perpétuité. Comment protéger une victime dont l'agresseur a obtenu une remise de peine? Il y a effectivement des solutions dans le sens où déjà la victime va être avisée de la sortie, puisqu'elle va recevoir généralement un courrier, puisqu'il y a des remises de peine qui peuvent se faire en prison. Donc elle va être avisée. Elle aura eu le temps généralement de pouvoir, entre guillemets, mettre tout en œuvre pour ne plus se retrouver confrontée à l'agresseur. Parce que généralement, si c'est un agresseur dans le cas d'agression grave, qui va faire quand même quelques mois en prison, ça lui permet, elle, de se retourner, de pouvoir quitter le domicile ou trouver un autre logement, éventuellement demander, là encore, une ordonnance de protection. Elle peut aussi dissimuler son domicile, saisir le juge d'affaires familiales si elle a des enfants pour que soit mis en place un point rencontre pour éviter que monsieur vienne l'importuner directement chez elle pour voir les enfants, parce que souvent l'enjeu, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous avez une personne qui a été condamnée, elle ne revient pas nécessairement vers la victime, sauf quand il y a des enfants. Que prévoit la justice si des violences envers les enfants s'ajoutent aux violences conjugales? De relations, même avec les enfants. Une interdiction totale d'approcher les enfants. Surtout si les enfants ont pu être blessés, voire gravement blessés. Là, généralement, le procureur de la République intervient, il saisit le juge d'affaires familiales et puis on arrête l'autorité parentale. Déjà, le parent qui va être très violent avec ses enfants, eh bien, il n'aura plus l'autorité parentale sur les enfants. Généralement, ce qui suit, c'est qu'il aura très rarement un droit de visite. Et s'il doit avoir un droit de visite, ça sera dans le cadre d'un point rencontre. On va sécuriser au maximum la relation pour éviter qu'il y ait une récidive de la violence. Et si l'enfant a été vraiment traumatisé et que la relation a été vraiment toxique, il peut arriver qu'effectivement on interdise totalement à l'auteur des violences d'être en contact avec l'enfant. Et est-ce qu'il y a des organismes qui prêtent aussi des logements pour les victimes? Alors, il peut y avoir effectivement des organismes. Vous avez les mairies, déjà, des mairies qui peuvent avoir effectivement, parfois, dans certaines communes, des logements qui sont réservés aux personnes victimes de violences. Donc, ce sont généralement des logements provisoires pour une certaine durée, avant qu'on puisse effectivement leur trouver un autre hébergement. Vous avez aussi des CHRS, donc des centres d'hébergement. Vous en avez à Draguignan, à Fréjus. Vous avez des centres comme ça où les personnes peuvent rester un peu plus longtemps, parce qu'elles peuvent rester plusieurs mois. Elles sont souvent aidées par des assistants sociales qui vont les aider à retrouver un logement, à remettre le pied à l'étrier, les réinsérer socialement, parce que parfois ce sont des femmes qui ont tout perdu. Donc là, elles peuvent être hébergées avec leurs enfants dans ces centres-là. Donc voilà, à peu près, il peut y avoir d'autres systèmes. On a des multiples systèmes, mais ça, ce sont les systèmes les plus habituels que l'on voit surtout ici dans le Var. Malgré la difficulté évidente du récit de son propre drame, une ancienne victime a accepté de nous raconter son histoire, afin d'aider d'autres femmes à surmonter leur peur. Le but ici est de leur donner le courage d'aller porter plainte et de se faire aider, afin qu'elles n'aient plus jamais à se cacher. La justice est de leur côté, et elle est bien souvent l'unique moyen de s'en sortir pour ces femmes plongées dans un calvaire quotidien et destructeur. Alors au début, quand on s'est rencontrés lors d'un accident de voiture. Par le lien de l'accident, on s'est rappelé en se donnant un numéro de téléphone pour prendre des nouvelles des personnes, s'il y avait eu un souci, s'il n'y avait pas eu de problème, juste un suivi. Puis il est venu me voir, comme ça, en m'apportant une boîte de chocolat. J'étais surprise en me disant, mais c'est bizarre, on m'apporte une boîte de chocolat en un accident. Bon, enfin bon. Ça commence comme ça, insidieusement, une boîte de chocolat. Puis on s'échange, on avait nos numéros de téléphone et
on a commencé à s'échanger des textos. Après, sortant d'un divorce assez difficile avec un alcoolique qui m'avait, on dira, tapé dessus, un peu méchante au début, puis je me dis, bon, il faut bien laisser ta chance à quelqu'un, il a l'air gentil. Au début, pas méchante plus que ça. Et il vient à la maison, je l'invite chez moi à manger, bien sûr juste un repas, il s'en va, il m'apporte un bouquet de fleurs. J'avais 2 enfants d'une première union, il leur apporte à chacun une voiture télécommandée. L'idéal presque, comme on dit, pour une maman seule, quelqu'un qui pense à ses enfants. Moi, c'est tout ce que j'aspirais, mes enfants en premier. Et après, de fil en aiguille, on continue les textos, on se dit de se voir, et puis une histoire commence. C'était presque l'homme idéal, l'homme parfait, l'homme merveilleux, dans toute sa splendeur. Il vous écoutait, il était attentionné, il était gentil avec les enfants. Je travaillais pas très loin d'où il habitait. Toi, il me disait, Bianca, tu viens manger à la maison. J'avais même pris 5 kilos, pour vous dire comment il faisait à manger, mais peut-être trop. Et insidieusement, c'est comme s'il tisse une toile autour de vous. Vous êtes comme dépendant de lui. Et sans vous en rendre compte, après, quand ça a commencé un jour, comme on dit, j'étais avec ma nièce, mes enfants, lui et moi-même, et d'un coup, mes enfants se chahutent de broutilles d'enfants, quoi, jeunes. Et là, d'un coup, il se met dans une colère, je ne comprends pas. Il va dans la chambre, il commence à crier. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Et oui, c'est pas possible, on ne peut pas continuer. Oui, je ne pourrais pas supporter. Ils sont trop infernales. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, c'est des enfants, ils ont le droit de bouger. Et après, il me dit, oh mais non, excuse-moi. Et là, je suis perdue. Je suis un peu, je ne sais pas trop où j'en suis. Je ne remonte pas trop. D'un coup, l'homme que j'avais porté comme ça, tout dégringole. Voilà, c'était rien par rapport à l'après, parce que l'après, c'était là. C'était un calvaire, c'était un enfer, je ne souhaite à personne. Et ensuite, il me dit, mon propriétaire doit vendre l'appartement, il va falloir que je déménage, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Et moi, je lui propose, peut-être, allez, on s'est connus en mai, en septembre, de venir vivre chez moi. Et là, comme on dit, insidieusement, quand vous le faites rentrer chez vous, déjà avant, j'étais comme un poisson, j'étais ferrée et j'étais bien harponnée. C'est moi qui lui avais dit surtout de ne pas me quitter. Et là, vous rentrez dans une spirale sans vous en rendre compte, et vous ne savez pas d'ailleurs. Et petit à petit, vous êtes totalement dépendant de lui. Lui, il sait, vous ne savez pas, et vous rentrez dans le cercle. Il voulait un enfant. Moi, j'avais 2 enfants, je voulais quand même réfléchir. Finalement, il m'avait convaincue d'avoir un enfant. Je suis enceinte. Même enceinte, comme on dit, quand il a appris, aucune réaction, aucune émotion, aucune empathie, rien, jamais d'émotion. Et je ne comprenais pas trop. Et après, on a dû déménager parce que la maison où j'habitais, c'était la maison de mes parents et on l'avait mis en vente. Enfin bref, on doit déménager. On trouve un logement et pour déménager, j'avais réussi avec mes maigres moyens à acheter un vélo à chacun de mes enfants. Et au jour du déménagement, enceinte, 6 mois et demi, presque 7 mois de grossesse. 7 mois de grossesse, exactement. Ouais. Et je lui dis, mais pas méchamment, gentiment, je lui dis, est-ce que tu pourrais prendre les vélos que j'ai achetés? Ils sont dans la pièce, la porte est fermée, je les ai mis à l'intérieur pour ne pas vous gêner dans le déménagement. Et là, il se met devant tout le monde dans une colère noire et il commence à m'insulter, me dire de tout, que d'une manière les vélos, il ne les prendra pas, claneur de questions, qu'est-ce que je le faisais chier avec des vélos, d'une manière les vélos des enfants, il ne les prendrait pas. Et là, les bras m'en tombent, je commence à pleurer.
Alors je monte à l'étage pour ne pas pleurer devant tout le monde parce qu'on a honte, on se sent humilié, on n'est plus rien. Si c'était que ça. Et après, au fur et à mesure, quand on a emménagé, la veille qu'on déménage, croyez-vous à cette mois de grossesse, un living qui fait plus grand que le pan du mur. Jusqu'à minuit, il m'a fait démonter tout le living, démonter tous les meubles, tout porter. Et je viens le supplier en lui disant, je suis fatiguée, je voudrais aller me reposer, tu comprends, je suis fatiguée, je commence à avoir mal au ventre. Je crois que j'ai des contractions, c'est pas bon pour le bébé. Puis il me dit, tu vas te coucher? Eh bien, t'as qu'à finir, tu te dépêches pour qu'on termine au plus vite. Et je vois l'heure qui tourne et j'en peux plus. Je suis à bout, je pleure, j'ai beau pleurer, ça lui fait rien. Le déménagement se fait, donc il se passe pour le vélo. Il finit par les prendre parce que ses collègues commencent à lui dire, mais tu sais, t'es enceinte, il faut que tu te calmes, on comprend, tu es fatiguée, mais quand même, tu te rends compte, quand tu lui as parlé, elle est enceinte quand même, faut pas que tu parles comme ça, la pauvre, faut pas agir comme ça, calme-toi. Et quand on a emménagé, tout le monde nous laisse, on a les cartons, et puis il commence à me dire, maintenant il faut déballer. Je dis, mais comment ça? Là, il faut tout déballer. Ah, mais il faut que tu ranges. Je dis, mais attends, je suis fatiguée là, tu comprends, on vient de faire un déménagement, je vous ai aidé encore. Et ben non, il fallait que je continue, il a fallu sortir tous les cartons. Quelques jours plus tard, à force d'avoir tout sorti, mon ventre était de plus en plus dur, j'avais de plus en plus de contractions. Et je sens mon bébé tout en bas. Et là, je me dis, j'ai eu 2 enfants, je sais commencer, là, elle va sortir, je vais accoucher. Donc je prends rendez-vous en urgence à mon docteur. J'ai honte, naturellement, parce que vous avez honte. Comment dire que votre mari vous force à faire tout ça? Votre futur mari, en plus, j'étais pas mariée, le pire. Et au docteur, je lui ai dit, j'ai dit, écoutez, je crois que la petite elle va venir plus tôt. Il faut que vous arrêtez parce qu'il ne faut pas qu'elle naisse maintenant. Elle a 7 mois. J'ai peur pour mon enfant. Lui, il me ausculte, il me dit, mais là, il faut que tu voies d'urgence le gynéco. Non, il faut que tu te reposes. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, mais docteur, j'ai rien fait. J'ai dit, on a déménagé, j'ai dû aider. Il me dit, comment t'as aidé? Il me dit, mais attends, t'es à 7 mois de grossesse, tu sais ce que tu risques, tu peux perdre le bébé, il y aura des complications, un bébé prématuré. Lui, il est là, il écoute, il dit rien, aucune réaction, aucune émotion, comme d'habitude. Et là, on ne se pose pas de questions, hein. On essaie à cacher, on cache. De manière, j'ai fait ça toute ma vie, j'ai caché. J'ai beaucoup caché. Et il me dit, écoute, je prends rendez-vous gynéco en urgence, il faut que tu ailles de suite. Donc il regarde qui dit, maintenant il faut l'emmener en urgence de suite à l'hôpital. Là, je sens sa tête, je sens les cheveux du bébé. Il ne faut pas qu'elle accouche. Il dit, c'est trop tôt. Hein. Dans la voiture, j'ose lui dire, mais je dis, tu vois, je t'avais dit qu'il fallait que je m'arrête, que j'étais fatiguée. Tu sais, c'était pas du cinéma ce que je te dis. Et il ne me répond pas un mot, un blanc. Je me sens très seule. Je me suis sentie seule pendant 17 ans. C'est très long, 17 ans. Et là, en allant au gynéco, pareil, rebelote, on me dit qu'est-ce que tu as fait? Là, la petite est tout en bas. Là, il faut éviter que tu accouches. Là, c'est les médicaments contre les contractions. Et repos total, tu ne fais plus rien. Là, tu ne fais plus rien. Tu restes couché. C'est couché, couché. Je t'interdis de bouger. Et moi, je regarde et j'avais envie que le gynéco lui dise à lui, mais pas à moi. Moi, je savais qu'il ne fallait pas que je le fasse. Et je ne peux rien dire, et je dis rien, et je dis rien. Je le couvre en quelque part. L'année suivante, 2 mois après, ma fille est née. Et là, quand je vais pour accoucher, le jour de l'accouchement, il me dit, oui, j'ai averti tout le monde d'une manière, le jour où tu accouches, c'est bon, je suis là, tu peux compter sur moi. C'était tellement en dents de scie, un jour ça allait, un jour ça allait pas, mais plus souvent ça allait pas que ça allait. Et le jour où j'accouche, je dis rien, ça se passe naturellement la nuit, les contractions me viennent, j'attends. Je sais que la nuit, il m'avait interdit de le réveiller. Donc j'attends, et minuit d'un coup, je me dis, mais là, elle va sortir. J'appelle l'hôpital, je leur dis, voilà, j'ai contraction tous les 5 minutes. Là, on me dit, non, maintenant il faut venir, quoi. Et je souffre, mais en silence. J'ose le réveiller,
Et il s'énerve et je lui dis, mais il faut que tu m'emmènes à l'hôpital. Il faut que tu m'emmènes à l'hôpital, là c'est urgent. J'ai dit, j'accouche. Je vais accoucher. J'ai dit, là, elle le pousse, elle va sortir. Il me dit, non, il faut que j'aille au travail. Ah non, non, non. J'ai dit, non, non, là tu te débrouilles, cette fois-ci maintenant, ça suffit, tu vas m'écouter, il faut que tu m'emmènes à l'hôpital. Donc il finit par m'emmener. Il a peur dans la voiture que je lui salisse sa voiture. Parce que, comme on dit, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il avait des tocs. Ça veut dire qu'il était hyper maniaque sur la propreté, c'était devenu une obsession. Et là, il a peur, comme on dit, que je salisse sa voiture. Quand j'étais enceinte, pendant les 3 mois et demi de grossesse, quand je vomissais, à peine le pied par terre, que je vomissais, il me disait que j'étais immonde, que j'étais dégueulasse, que c'était immonde, que je vomissais le matin. Et c'est dégoûtant. Mais tu peux pas t'arrêter. Et je lui disais, mais c'est pas moi, je suis enceinte, tu comprends, c'est la grossesse. J'ai essayé à lui expliquer, maintes reprises, ça servait à rien. Quand ma fille est née, il a voulu essayer à faire un binôme, en disant que d'une manière, les enfants étaient mal élevés et que sa fille, elle serait parfaite. Je comprends pas toutes ces phrases. Et dans son nouvel appartement, ça a été l'horreur. On avait un jardin, on n'y allait pas. On n'avait pas le droit de manger dehors, on avait le droit de rien faire. On avait le droit, excuse-moi le terme, de fermer sa gueule, de s'en prendre plein la figure. Les suivantes, on parle de mariage. Et, comment vous dire, vous êtes déjà prisonnière dans cette spirale. Vous vous dites que finalement, non, vous vous trompez. C'est un mec bien, vous pouvez pas le laisser. À deux moments, il est gentil. Il était si bien au début. Vous voulez qu'il revienne comme avant. Mais il ne revient pas comme avant. C'est l'enfer que vous découvrez après. Et quand j'ai l'enfer, c'est le diable. Bon, à ce moment-là, comme on dit, quand j'étais enceinte, j'étais grosse. Mais même en ayant accouché, même en ayant perdu du poids, j'étais toujours grosse. Et à longueur de temps, il me disait, tu es grosse, 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 tu es incapable, tu es une bonne à rien, tu ne sais rien faire, tu ne sers à rien, tu ne sais pas faire à manger, tu ne sais pas faire le ménage, tu ne sais pas passer un coup de balai, tu ne sais pas passer à l'aspirateur. Je passais tellement à l'aspirateur, comme on dit d'une manière, il repassait derrière moi, comme si je n'étais pas capable. Je n'étais jamais capable de rien, je n'existais pas. Et le pire, je pense, comme maintenant je vais vous dire, je suis partie 3 fois. La 4e, c'est quand j'ai porté plainte, quand j'ai réussi enfin à porter plainte, ce qui m'a sauvée en quelque part. La première fois, je suis partie parce qu'il a donné un coup de poing à mon fils cadet. Il avait 5 ans et demi. Là, quand il partait avec ses accès de violence, je le suivais. J'avais tellement peur, je craignais tout, j'appréhendais tout, j'avais peur constamment, rabaisser tout le temps. Et par moments, il pouvait vous insulter, il pouvait vous rabaisser, et 5 minutes après, vous dire parler d'autre chose, comme si on a été « Oh, le soleil, aujourd'hui il fait soleil ». Et moi, j'étais perdue, j'étais totalement tétanisée. J'avais peur, j'avais honte, j'avais plus d'estime de moi-même. Je n'avais plus comme ça, personne. Je ne pouvais pas en parler, j'avais honte, tellement honte, cette culpabilité et cette honte qui me ronge encore, malgré plus d'1 an que c'est passé. Et là, c'est l'engrenage, je me dis non, vous ne pouvez pas laisser. Je tremblais, j'ai des crises de tachycardie, j'avais peur. Et là, comme il me disait sans arrêt quand ça n'allait pas, et quand je lui demandais pourquoi il faisait ça, il ne me répondait pas. Je lui dis pourquoi tu fais ça? Et puis il me dit t'es pas contente? La porte est grande ouverte, je te retiens pas, vas-y, mais t'en es incapable. Et ce soir-là, j'ai pris mes enfants, j'ai dit à mes enfants, vous prenez un pyjama, vous prenez des affaires, on s'en va, on part, on ne peut pas rester. J'en ai la chair de poule qui repensait. Je prends ma fille, le lit par appui. Elle devait avoir 1 an et demi, même pas. Et je pars, je lui dis que je pars. Et puis il me regarde partir, aucune émotion, à part de la haine, du dégoût, de la colère envers moi. Et puis il ne me retient pas, et je pars. Je vais me réfugier chez ma meilleure amie. Et j'ose plus ou moins lui avouer ce qui se passait. Sans tout lui dire, parce qu'on a tellement honte. La 2e fois que je suis partie,
c'est parce que les enfants n'avaient pas le droit de jouer. Ça veut dire que quand on était dans la maison, on n'avait pas le droit de jouer. Ils ne voulaient pas qu'ils jouent, ils avaient le droit de prendre un livre, ils avaient le droit de fermer leur gueule, ils n'avaient pas le droit de parler. À table, c'était même pas la peine, on n'avait pas le droit, on avait tellement d'interdictions, on devait être sage, toujours comme il voulait lui, que comme il voulait lui. Et la deuxième fois, il entend que mes fils ils étaient dans la même chambre. Mon fils aîné avait 18 ans, il travaillait. Il les entend jouer à la console. Et là, il arrive, comme on dit, comme un fou. Il rentre dans la chambre. Il dirait, il épiait toujours tout le monde derrière les portes. Il écoutait, il surveillait. Il ouvre la porte. Il dit, qu'est-ce que j'ai dit? On ne joue pas dans la maison. Et mon fils, il dit, mais c'est quoi ton problème? Il débranche la prise, il met un grand coup de poing dans la télé. Donc la télé, il n'y en avait plus, imaginez-vous, un coup de poing dans la télé. C'était une petite télé basique, toute petite. Et à ce moment-là, comme on dit, mon fils aîné a eu le mauvais truc de dire, il n'en pouvait plus. 18 ans, vous savez, comme on dit, quand on vous bride sans arrêt, quand on vous dit toujours de rien faire, c'est tellement dur, il a tellement été dur avec eux, il en a tellement fait voir. Et il s'emporte, il commence à lui prendre par le col de son tricot, il lui déchire le tricot, il lui met un coup de tête, et ça part en bagarre. Mon fils cadet intervient, ma fille hurle, c'est horrible, elle est toute petite, elle hurle, papa arrête, papa arrête. Et elle hurlait, et moi, j'essaie aussi, avec mon fils cadet, d'intervenir, à les séparer. Et là, je me dis, c'est plus possible, on ne peut plus rester là. Donc je dis, je fais partir mon fils aîné, pour qu'il soit là, pour que ça s'arrête, pour pas qu'il prenne, parce qu'il est violent. Mais j'arrive toujours pas à en prendre conscience. J'ai pris conscience qu'il y a quelques années en arrière où vraiment j'ai compris. Donc je suis allée me réfugier où je nettoyais des locations. J'ai demandé au propriétaire s'il pouvait m'héberger le temps que je trouve une solution, que c'était pas possible, c'était invivable chez moi, il fallait que je trouve une solution. Et là, à chaque fois, comme on dit, chaque fois il revient en me disant que d'une manière, il va changer, ça va s'arrêter, il a compris que ça ne peut pas rester comme ça, que ça fait trop longtemps qu'on est ensemble. Il vous dit les phrases que vous avez envie d'entendre, que ça va changer, mais rien ne change. L'espoir, j'ai tellement cru ces paroles. Tous ces mensonges, c'est que des mensonges, c'est que de l'illusion. Tout est faux, que mensonge. La troisième, c'était la fête des mères. Là, c'était encore plus violent que d'habitude. Là, c'était tout bête. On va avec ma fille au centre-ville, on revient en lui disant qu'on a vu quelqu'un, devine. On pose juste une question, devine qui c'est qu'on a vu. Mais c'était tellement bête, tout à chacun a dit, ah ben un tel, un tel, un tel. Non, lui, il a de suite pris mal. Il s'est emporté, il s'est énervé contre nous. On n'a pas compris, j'ai envoyé ma fille dans sa chambre, pour surtout pas qu'elle subisse. Et à ce moment-là, ça recommence, ça dégringole, et je me dis, là, ça va être l'enfer, c'est reparti. Mais c'était jamais parti, c'est toujours resté, sauf que je ne le voyais même plus. J'étais dans un déni aussi tellement profond. On ne veut plus voir, on ne veut pas voir l'insupportable, c'est inacceptable, tout ce que vous subissez. Et à ce moment-là, à un moment donné, je dois aller chercher mon fils cadet qui est au travail, donc j'y vais, et il me dit, maman, papa est descendu voir. Il me demande de venir, mais ça fait des mères, je ne veux pas y aller. Et moi, je mens à mon fils en lui disant, non, vas-y, c'est pas grave, t'inquiète pas, non, tu peux y aller, manière, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et donc il me dit, t'es sûre, maman, ça fait des mères quand même. Je dis, non, vas-y. Et le soir, il m'appelle en me disant, mais écoute, papa a trop bu, il ne peut pas me descendre, il faut que tu viennes me chercher. Donc, je me dis, bon, je vais aller le chercher. Ma fille dans sa chambre, je me dis, bon, elle est tranquille. Et en fin de compte, je prends la voiture, je prends mon sac, je suis dans tous les états parce que le midi qu'on a passé, le repas qu'on a passé, c'était l'enfer. Parce qu'à ce moment-là, il parle à voix basse, il nous insulte, il m'insulte plutôt en premier, parce que c'est moi qui prends toujours, je suis son jouet, je suis sa chose, je suis son pantin. Et quand je sors pour aller à la voiture, il faut ouvrir le portail.
J'appuie sur la télécommande, j'allume ma voiture, je recule. Et d'un coup, je vois le portail qui se ferme sur moi. Et lui qui est dehors, avec la télécommande dans les mains, et qui commence à m'insulter. Connasse, salope, tu vois pas que tu es folle, tu as fermé le portail sur toi. Et moi, je lui dis, mais non, c'est pas moi, j'ai pas fermé le portail. Mais qu'est-ce que tu dis? Et là, je tremble en prenant la voiture, je tremble sur la route, comme une feuille. Je suis dans un état totalement sous le choc. Quand vous avez le portail qui se ferme sur vous, c'est violent, c'est brutal, c'est horrible, c'est horrible. Et je pars. Je monte jusqu'à chez mon fils aîné pour prendre mon cadet, je dis rien à personne. Et quand on descend, je dis à mon fils, je dis écoute, je t'ai pas dit tout à l'heure, ne m'en veux pas, mais à la maison c'est l'enfer. Tu sais comment c'est? Il me dit non, encore. Je dis oui. Et quand on arrive, eh bien là, ma fille me crie maman, maman, maman. Et là, je commence à me dire mais qu'est-ce qu'il y a? Lui, il est assis à table, regard dur, froid, comme il me faisait. Il me faisait peur à ce moment-là. J'avais l'impression qu'il allait me tuer. Donc je dis rien, je vais voir ma fille dans sa chambre. Elle est assise par terre, recroquevillée avec sa chienne dans les bras. Et elle a peur. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Et d'un coup, j'entends mon fils cadet qui hurle. Il me dit, non, non, il n'a pas fait ça. Non. Et puis il s'énerve. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Dans ma fille, j'ai dit, ma chérie, je peux te laisser une seconde, je vais voir. Je vais voir. Et que le soir me montre, avec son argent de l'apprentissage, il s'était acheté une grande télé, un grand écran pour lui, pour un jeune. Et l'écran, il est cassé, il a un grand coup de poing sur l'écran. L'écran, il est détruit. Et là, la colère me monte. Malgré ma peur, je vais le voir dans le salon et je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Et puis, naturellement, il me ment, en me disant que c'est pas lui. C'est pas lui. Il continue à me dire que c'est pas lui. Il nie toujours. Je lui dis, mais... J'ai dit, il y a un coup de poing dans la télé. Pourquoi t'as fait ça? Mais pourquoi? Pourquoi? Et il ne m'apprend pas. Et la seule chose qu'il me dit, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. Et au bout d'un moment, il me dit, eh ben oui, c'est moi. Ben, je voulais pas te dire. Parce que de manière, tu es toujours en train de me faire des reproches. Tu me dis toujours des choses méchantes envers moi. Et je voulais pas te le dire. Et puis c'est tout. Puis t'as rien à me dire de manière. Et moi, je lui dis, mais tu plaisantes? Tu deviens fou. T'es un malade. T'es un grand malade. Et puis je retourne voir ma fille parce que je l'avais laissée. Je me dis, mais attends, mais elle est la petite. Et ma fille commence à me dire, maman, j'ai sorti la chienne. Et la chienne, alors ce que je vais vous dire, c'est quand même assez grave. Il me dit, la chienne, comme on dit, il m'a dit, écoute, bientôt, les croquettes, je n'en achète plus. Alors ma fille, qui était quand même assez, des fois à répondre, elle lui dit, mais c'est moi qui achète les croquettes, pas toi. Tout l'argent qu'on me donne à Noël, mon anniversaire, je m'en sers pour la chienne. Et lui dit, d'une manière, d'ici peu, elle ne sera plus là. Alors il faut vous raconter que moi, dans ma vie, les choses plus importantes pour moi, c'était mes enfants et les animaux. On a eu 4 chiens. 4 chiens qui sont morts. C'est bizarre, 2 chiens de la même manière. Le 3e, mes fils ont vu mettre du produit dans la gueule du chien, lui fermer la gueule pour qu'il avale. Et ma fille, il nous avait interdit de sortir parce qu'il avait le chien dehors. Moi, je lui disais de laisser le chien dedans. Je lui disais, qu'est-ce que tu fais avec le chien? Et lui me disait, mais je fais rien, tu n'as rien à me dire, je suis avec le chien, point barre. Et puis, il me regardait avec son regard noir, il me disait, tu dis quelque chose? Mais tu vas t'en prendre une, tu le sais comment je suis, tu vois mon regard, tu sais, tu me connais comme je suis. Et la peur vous vient. Donc, il lui dit de manière, vous sortez pas. Et à ma fille, je lui dis, écoute, elle voulait aller au recycler, je lui dis, écoute, tu sors par la porte-fenêtre, parce que comme elle avait voulu par la porte d'entrée, il s'est énervé, il tenait la porte, il ne voulait pas qu'elle sorte. Et donc elle sort de l'autre côté, elle va recycler et elle repasse où il y a son père. Et elle lui dit, qu'est-ce que tu fais papa et le chien? Pourquoi tu mets le Baxide dans la bouche du chien? Et lui répond, eh ben, je lui nettoie la bouche. Alors 1 litre de Baxide, qui est un désinfectant pour les mains, que c'est de l'acide, c'est de l'alcool. Il en a mis dans la bouche la moitié du litre. C'est énorme. Ce chien, vous savez, pendant 3 jours, je l'ai vu agoniser.
Je me sentais coupable. Je l'ai supplié. J'ai supplié mon mari, imaginez-vous, vous suppliez votre époux de l'emmener au vétérinaire. Vous suppliez la personne pour l'emmener, le sauver. Son ventre, il faisait blou, 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 blou. L'intérieur, c'est comme si ça se dégrageait. Et il me disait, d'une manière, tu le sors, parce que je veux pas qu'il fasse caca dans la maison. C'est dégueulasse. Tu te débrouilles, il faut qu'il sorte. Et le chien ne tenait plus debout. Le deuxième jour, c'était même pas la peine. Je n'avais pas d'argent. J'étais dépendante financièrement de lui, totalement. C'est pour ça qu'en plus, je n'ai pas pu partir. J'étais prisonnière financièrement. J'étais surtout prisonnière de ma peur. Cette peur. Et cette fois-là, j'ai dit, il faut partir. Donc, j'ai mis mon fils cadet à l'abri chez une voisine qui était devenue une amie. Et moi, je suis partie me réfugier chez ma meilleure amie, sans trop lui avouer tout ce qui se passait, parce que j'avais honte. Même à mes meilleures amies, je n'arrivais pas à lui dire. Je n'ai pas réussi à tout lui raconter. Je n'ai pas pu lui raconter. Je n'ai lui parlé du chien que très récemment, j'ai gardé cette culpabilité en moi. C'était atroce. Je me trouvais immonde. Je me sentais coupable. Et c'est pas moi qui avais causé ça. C'est pas moi qui avais demandé ça. Moi, à chaque fois qu'il prenait un chien, je lui disais non, j'en voulais pas. Je voulais surtout pas. Je voulais pas que celui-là meure encore. Je disais toujours non, mais il m'écoutait pas. Donc on a réussi finalement à trouver un appartement, on a emménagé dans un logement. On est resté un mois. En un mois, j'ai perdu plus de 10 kilos. J'étais l'ombre de moi-même. Je ne sais pas comment je n'ai pas sombré dans la folie. Et à la finale, il nous a retrouvés, parce qu'il m'a envoyé des messages. Alors je lui disais dans les messages, je lui répondais, je lui balançais tout ce qu'il m'avait fait subir. Quand j'ai fait une pneumopathie qui m'a obligée à sortir dehors à plus de presque 40 de fièvre, il s'en foutait, lui, il n'avait pas à attendre. Oh, il y aurait tellement à dire, c'est tellement atroce. Cette emprise que cet homme avait sur moi, c'était atroce. Mais malheureusement, comme on dit, excusez-moi, si je puis me permettre, il m'a dit que ce qu'il fallait dire pour pas que je parte, parce que là je voulais divorcer. J'avais déjà entamé la procédure, j'avais eu mon aide juridictionnelle et je voulais vraiment arrêter. Mais je pense, j'avais pas eu ce déclic. Il faut vraiment avoir ce déclic pour arriver à partir. Et je suis revenue parce qu'il m'a dit qu'il allait suivre un psychologue. Alors au début, il est allé. Et après, comme on dit, il avait des excuses. Il n'allait plus, il ne pouvait pas. Puis il a arrêté. Il disait que c'était trop coûteux. Il y avait toujours une excuse. Et on recommence à ressombrer dans cette folie. Et à un moment donné, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y avait plus mes fils, il restait ma fille. Donc elle était encore là. Donc là, c'était l'acharnement sur ma fille. Alors, elle avait les ongles longs, c'était une sorcière. Donc au lieu de dire une fois, c'était pendant 1 heure à table, et c'était tous les jours, pendant au moins une semaine, tous les jours. Et tous les jours, je lui disais, mais pourquoi tu fais ça? Mais tu ne te rends pas compte, tu lui fais du mal. Alors c'était les ongles, c'était l'école, c'était... Il y a tellement une chose, mais tellement, c'est tellement immonde, c'est tellement cruel. Jusqu'à que, comme on dit, un jour, je lui dis maintenant stop, il faut vraiment arrêter, il faut que ça s'arrête. Il faut que je trouve encore un autre emploi, parce que j'avais 2 emplois, ça ne lui suffisait pas. Jamais rien ne lui suffisait d'une manière. Il me voulait parfaite, mais en même temps le plus parfait, qui n'existait pas d'ailleurs. Je ne pouvais pas être comme il voulait lui, parce que de manière, ça n'aurait jamais suffi. Il en voulait toujours plus, toujours plus. J'étais épuisée, mais il en fallait toujours plus. Je ne pouvais pas m'arrêter. Lui, il pouvait s'asseoir, à lire, et moi, je devais travailler, toujours travailler, être épuisée. Et à la fin, comme on dit, je lui ai dit, maintenant c'est simple, j'ai dit, écoute, je veux divorcer, je veux qu'on divorce, là c'est plus possible, tu t'en rends bien compte. Et puis là, il ne me répond pas, il n'écoute pas, il est dans son truc, il est dans sa bulle. Là, il cherche tout pour vous détruire, il fait tout, il trouve. Et ce serait tellement long à vous raconter. Et un soir, à la veille de la fête des pères, c'est le soir de trop. Or, quelque temps avant, il avait voulu me mettre des coups de boule, excusez-moi l'expression, en plusieurs fois pour me faire peur, tout pour m'intimider. Il cassait tout dans la maison, il avait jeté les bouteilles sur ma fille. Donc pareil, je me levais, je m'interposais, je lui disais qu'il était malade, que c'était devenu un fou,
qu'il fallait que je fasse interner, qu'il était vraiment dingue. Et lui me rétorquait la seule chose qu'il me disait, mais fais-moi interner. De manière, tu n'en es pas capable. À chaque fois, c'était ça ritournelle. C'était toujours la même chose. J'étais pas capable. Moi, la seule chose que j'étais capable, c'est que je voulais partir. Je voulais partir. Surtout, c'est ce qui me restait plus en tête, la détermination de partir, me sauver. Et le soir de la fête des pères, la veille de la fête des pères, le samedi soir, je rentre un peu plus tard parce que je double emploi. Je rentre, il est 20h25 exactement. J'arrive avec mon sac de courses et je veux mettre dans le frigo. Je me reçois le frigo 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je lui dis d'arrêter, il ne m'écoute pas. Je coupe les légumes pour mettre dans la nourriture pour les chiennes, parce que naturellement, il a voulu une chienne pour lui. Et cette chienne, c'était la même que le maître. Horrible. Je mets les légumes dans les croquettes. Et là, comme on dit, il ne veut pas que je coupe avec la planche à découper, que moi j'affectionne. Il prend ma planche, il ouvre la porte d'entrée, il la jette dehors à des kilomètres. Et là, je le regarde et je me dis, ça y est, c'est reparti. C'est bon. Et là, il recommence, il vient sur moi, il prend les assiettes, il les casse, il les jette par terre, juste devant moi. Après, il prend l'assiette, il les jette sur moi. Et là, d'un coup, je me dis, j'ai mal. Je souffre. J'ai mal. Puis il arrive sur vous, et puis il veut vous mettre des coups de boule. 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai peur. J'ai tellement peur. J'ai tellement eu peur toute ma vie. C'est une honte. J'ai honte. Et à ce moment-là, je lui dis d'arrêter. Je lui dis, je t'avais averti. J'ai dit, cette fois-ci, j'ai dit, la prochaine fois, j'appelle les gendarmes. Je prends le numéro, je l'avais enregistré. Et je vais pour appuyer dessus. Et là, il se dit, merde, elle va le faire. Elle va le faire. Il veut m'en empêcher. Et à ce moment-là, au début, il veut m'attraper le téléphone. Il me prend le poignet. J'ai cru qu'il allait me le briser. C'est affreux. Vous ouvrez de partout. Et de l'autre, il veut m'attraper au début le téléphone. Et puis le téléphone, il n'en a plus rien à foutre. Il arrive, comme on voit dans les films, quand vous avez les 2 doigts, qui veut vous choper le cou. Et qui veut vous étrangler. Et vous vous débattez avec une main. Je me suis débattue avec ma main gauche, je ne suis pas gauchère. J'ai tapé le mur. Je me suis, en quelque part, battue avec mon mari pour pas qu'il m'étrangle. Et à un moment donné, je tapais tellement le mur, j'avais tellement mal, je souffrais de partout. J'avais l'impression que mon corps était que des coups, que des bleus. Et à ce moment-là, je dis, je ne sais pas, il y a la fraction de seconde dans ma tête, elle se dit, si je tombe, il te tue. C'est un fou, c'est un malade. Et là, il tue ta fille, il tue la chienne, il tue tout le monde. Et je crois que ce qui m'a sauvée, c'est de dire qu'il avait tué ma fille. À ce moment-là, je ne sais pas ce que j'ai eu. J'ai demandé au médecin que j'ai vu après avoir appelé les gendarmes. On m'a expliqué que j'ai eu l'instinct de survie. J'ai d'un coup une force surhumaine. Je ne sais même pas comment. J'arrive à me débattre pour qu'il me lâche le poignet et je le pousse de toutes mes forces. Et je rentre dans la chambre à ma fille et j'appuie sur le téléphone. Et j'appelle les gendarmes. Je suis en pleurs, je suis en panique, je suis désemparée. J'ai mon cœur qui palpite. Et je leur dis, venez vite, je vous en supplie, venez vite, je n'en peux plus. Mon mari veut, je suis victime de violence conjugale, mon mari veut m'étrangler. Je dis, là, j'ai peur. Je dis, je suis avec ma fille, elle me pose des questions, je réponds, je suis dans tous les états, j'en peux plus. Je leur dis, je vous en supplie, je dépose plainte, je fais tout ce que vous voudrez. Je dis, là, il faut que ça s'arrête, c'est plus vivable, je n'en peux vraiment plus, je peux plus endurer. C'est trop dur, c'est trop difficile. Et là, de suite, ils prennent en compte ma demande. Ils se disent, là, c'est grave. Ils me disent, on va appeler notre équipe. Surtout, c'est un numéro privé, vous répondez. Je dis, je fais tout ce que vous dites. Je ferai tout ce que vous me dites. Je réponds au numéro, quand on m'appelle de suite. Je leur dis bien où j'habite. Je leur dis par où passer et tout. Et là, ils arrivent. Et ma fille avait déjà compris, elle, qu'il était parti. Mais moi j'étais toujours dans le salon. Je passe par la fenêtre tellement j'ai peur. J'enjambe la fenêtre, je monte sur la chaise de ma fille, j'enjambe la fenêtre, je saute, je vais leur ouvrir le portail, je les fais rentrer. Et quand je les fais rentrer, je dis, il est dans la maison, faites quelque chose, je n'en peux plus. Je dis, c'est un dingue, je dis, il faut que vous m'aidez. Je porte plainte, je fais tout ce que vous voulez, mais là, c'est plus possible, je n'en peux plus. C'est l'horreur. Et j'ai une femme gendarme qui reste avec moi pour essayer à me parler. J'ai du mal à parler, je pleure, je sens que mon cœur va sortir de ma poitrine, c'est horrible. J'ai tellement peur, j'ai tellement honte surtout.
La honte, cette honte. Les 2 gendarmes rentrent dedans, essaient de le chercher de partout, ils ne le trouvent pas, ils cherchent dehors, de partout. Il me dit, mais on ne vous laisse pas. Il dit, ben là, il va revenir. Non, non, Dieu sait ce qu'il va faire. Non, non, vous pensez qu'il est où? Alors je lui dis, est-ce qu'il y a les voitures? Il y a 2 voitures, cette voiture de fonction. On voit les 2 voitures. Je dis, non, il n'a pas pris la voiture. Il n'est pas loin. Alors il n'est pas loin. Et le gendarme, naturellement, en plus d'habitude que moi, le retrouve en face dans les buissons. Il est accroupi. Donc je suis surpris, puisque lui était si supérieur à moi, si grand, si fort. Et il est par terre. Et il commence à raconter son histoire, que soi-disant, il sait très bien ce qu'il a fait. Et il leur dit que, d'une manière, c'est la faute à ses parents, que d'une manière, c'est la vie qu'il a eue de ses parents. Il se dédouane toujours. Et moi, ce jour-là, aux gendarmes, je leur dis, mais je lui trouve plus d'excuses. Non, non, mais j'ai dit, il a voulu me tuer. Je dis, mais comment voulez-vous que je lui trouve des excuses? Non, c'est pas excusable, je suis désolée. Alors le gendarme me dit, il faut aller voir un docteur, il faut un certificat médical, demain matin, vous déposez plainte. Je dis, il n'y a pas de souci, dites-moi à l'heure que je viens à l'heure que vous voulez. Donc, on est allé à l'hôpital. Il faut encore que vous expliquiez devant des gens que vous ne connaissez pas, que vous êtes victime de violences conjugales, qu'il faut à tout prix que vous voyez un docteur, qu'il faut un certificat médical. Il faut que vous vous déshabillez pour montrer à un homme, parce qu'il n'y avait pas de femme, c'était un homme encore. Que vous avez des bleus, que vous êtes en état de choc, que vous n'arrivez plus à réfléchir à quoi que ce soit, que vous êtes cohérente sans être cohérente. J'ai ma fille avec moi, qui écoute bien tout ce qu'on lui dit. Et quelques jours après, le lendemain, je dépose plainte. Ma fille a été entendue. J'appelle mon avocate le lundi matin pour lui dire qu'il aille, je divorce, que c'est plus possible. Je remets la procédure en route. Là, je ne peux plus. Et je m'en vais en catastrophe vivre chez mon fils qui m'héberge. Sinon, ma meilleure amie m'avait dit, tu viens à la maison. Si vraiment tu vois que ça ne va plus du tout, tu viens. Elle m'avait déjà supplié à maintes reprises de partir. Je dis, mais je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir, je suis mariée, je suis prisonnière. Je suis prisonnière de ce calvaire, de cet enfer. Je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. De voir un animal tué par sa faute, vous lui dites, il vous dit non. Si vous lui dites que c'est sa faute, non, c'est votre faute, c'est vous qui êtes folle. Tout est toujours votre faute à vous. Il excelle dans la manipulation et dans le mensonge, c'est incroyable. Il nous mettait les excréments de chiens aux fenêtres pour qu'on dorme avec la fenêtre, avec les excréments. Il nous a fait manger des carottes râpées, mais c'était même pas lavé. Je dis, ma fille ne les mange pas. Moi, je les ai mangées. Je les ai mangées. J'ai mangé des choses qui étaient impensables. On a perdu du poids, mais c'était abominable. On vient de reprendre du poids il n'y a pas longtemps. Mais le contrôle, surtout le contrôle, la manipulation, la tyrannie et ce contrôle. Et le pire, c'est cette emprise. Il faut avoir ce déclic pour pouvoir se sortir de cette emprise qui est pervers. C'est d'une violence incroyable. C'est tellement difficile, mais c'est tellement dur. Je souhaite à personne. Un témoignage qui pousse à la réflexion, personnelle comme sociétale. Nous nous retrouverons le mois prochain pour une nouvelle émission et un nouvel invité qui s'exprimera à cœur ouvert.